La parole est à notre collègue Jérôme Durain pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Il règne dans ce pays une atmosphère irrespirable. Vendredi, en séance du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, le président d'un groupe qui n'a rien de républicain a fait dégénérer les échanges en accusant d'abord les agents de la région d'être touchés par la radicalisation et le communautarisme islamiste, en tweetant ensuite la perte d'appétit que provoque chez lui une exposition consacrée à Martin Luther King, en agressant enfin verbalement une femme voilée. Des enfants venus découvrir les institutions républicaines sont repartis dans le tumulte et une maman accompagnatrice sous la menace de l'arrivée des Russes. Certains ont vu dans ces événements une interrogation sur la laïcité. J'y vois surtout la triste expression du racisme. Que nous croyions au ciel ou que nous n'y croyons pas, nous avons la responsabilité de dénoncer le climat malsain qui règne dans ce pays. Les musulmans, pour ce qu'ils sont pointés du doigt. Monsieur Zemmour, récemment condamné, à son rond de serviette sur les plateaux de télévision. Dans les universités, des fichages tendancieux commencent à apparaître. Nous ne tomberons pas dans les pièges tendus par les provocateurs de tous bords. Notre boussole, c'est la concorde républicaine. Le président Macron et vous-même, monsieur le Premier ministre, avez rappelé l'état du droit en ce qui concerne la laïcité. Hier encore, 90 personnalités ont lancé un appel au président pour condamner les événements de vendredi. Que comptez-vous faire, monsieur le Premier ministre, pour endiguer la libération de la parole raciste dans ce pays? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, une nouvelle fois, notre pays, cette Assemblée, notre société se passionne et se divise pour une question, en l'occurrence la question du voile. Je ne méconnais en rien l'importance de ce sujet. Mais face à ces passions, je me permets de vous répondre, Monsieur le Sénateur, que ma boussole, à moi, c'est le droit, et mon cap, c'est la lutte contre le communautarisme et la radicalisation. Ma boussole, Monsieur le Sénateur, c'est le droit. Et le droit, il est posé depuis longtemps. C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la loi de 1905 qui prévoit, vous le savez, nous le savons tous, un double principe extrêmement exigeant, celui de la neutralité absolue des pouvoirs publics et des agents publics, et celui de la liberté de nos concitoyens à croire ou ne pas croire et à exercer leur culte dans le respect de la loi. Ces principes ne sont pas des petites choses, ils sont au cœur de la façon dont nous avons choisi de vivre et nous y sommes, je le sais, attachés. Alors bien entendu, sur ces principes, nous pouvons parfois avoir des différences d'appréciation. Nous avons déjà fait bouger le cadre juridique. Je sais, vous savez, qu'en 2004, le Parlement a choisi d'aller plus loin s'agissant de la laïcité en indiquant que le port de signes religieux distinctifs, en l'occurrence du voile, était interdit dans les enceintes scolaires, à l'école, au collège et au lycée. Il l'a fait, c'est la loi, elle a été jugée constitutionnelle, c'est donc un principe qui nous oblige. Mais cette loi n'a pas dit que le voile était interdit à l'université. Elle n'a pas dit que le voile était interdit dans le cadre des sorties scolaires lorsque des parents accompagnaient bénévolement, volontairement, une sortie scolaire. Mesdames et messieurs, c'est la loi et c'est la jurisprudence constante. Et Monsieur le Président, il me semble que rappeler la loi de façon précise dans l'hémicycle au Sénat n'est pas quelque chose d'inutile et n'est certainement pas quelque chose de critiquable. Alors, ce que la loi a fait, la loi peut le modifier dans le respect de la Constitution, dans le respect des principes. Après un débat, j'ai bien compris qu'un certain nombre
sur ces bancs en l'occurrence, porté l'idée d'une modification de la loi. Le Parlement aura vocation à en débattre. Je dis pour ma part que la boussole ayant été expliquée, c'est le droit tel qu'il est aujourd'hui. Le cap me semble devoir être celui de la lutte contre la radicalisation, contre le communautarisme. Et il me semble, et c'est un avis personnel, il me semble qu'en matière de lutte contre la radicalisation et le communautarisme, il y a des choses incroyablement plus efficaces à faire, incroyablement plus productives à faire que de légiférer sur les sorties scolaires et l'interdiction du voile dans les sorties scolaires. Je me permets là aussi d'exprimer ma ligne. Il me semble qu'à la suite d'ailleurs de ce que le Sénat a proposé, par la voie d'une PPL portée par Madame la sénatrice Gatel, faire en sorte d'exercer un contrôle beaucoup plus strict sur les écoles hors contrat au moment de leur création, faire en sorte, grâce à la loi portée par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de pouvoir avoir un contrôle beaucoup plus strict sur les enfants déscolarisés, sur les raisons de leur déscolarisation et sur le contenu de l'éducation qu'ils reçoivent à domicile. Voilà, à mon avis, des sujets qui sont bien plus importants, bien plus porteurs que la simple évocation de la loi qui a été évoquée. Voilà ma position. Lutte contre la radicalisation, lutte politique contre le communautarisme, lutte à tous les instants avec le soutien aux enseignants, avec la création des instruments nécessaires. C'est la position du gouvernement, c'est la boussole que nous avons choisie, le cap que nous regardons. M. Durin, 12 secondes. 12 secondes, Monsieur Durin. Il y a ce que vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, il y a aussi une forme de racisme qu'il faut dissiper. Des vents mauvais soufflent sur notre société, il faut dissiper la confusion, apaiser les tensions et ramener tous nos concitoyens vers la République. La parole est maintenant à notre collègue Madame Jacqueline Eustache-Brinio pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous interroger à partir de mon expérience, celle d'une élue qui a vu progresser dans nos quartiers le communautarisme, qui a vu les jeunes femmes se mettre le voile, porter le voile sous la pression, alors que leur mère s'en était libérée. Le voile en 2019 n'est pas anodin et nous aurions tort de le considérer comme une expression d'une pratique religieuse. D'ailleurs, beaucoup de femmes musulmanes dans notre pays ne le portent pas. Le voile est trop souvent le symbole d'un islam politique qui considère plus la femme comme un objet soumis que comme un individu émancipé, pour reprendre un qualificatif cher au président de la République. Nous aurions tort de baisser les yeux et de ne pas voir que le port de signes religieux ostentatoires dans le cadre des sorties scolaires est un instrument de prosélytisme et parfois même de provocation. L'école de la République doit montrer aux petites filles qu'elle ne transige pas avec les principes de laïcité et d'égalité. Or, sur cette question centrale du respect de la laïcité et de la neutralité religieuse des adultes intervenant dans le cadre de l'école hors les murs, la majorité et le gouvernement se divisent. Vous avez tenté, Monsieur le Premier ministre, de désamorcer les querelles au sein de votre majorité, mais une fois de plus, vous avez en définitive baissé les bras. Vous ne cessez de dire qu'il faut lutter contre le communautarisme et en même temps, vous ne cessez de renoncer à agir. Ce n'est pas l'ambiguïté qui contribuera au réarmement moral de notre pays et au respect des principes qui font la France et qui unissent les Français. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous me dire exactement ce que le gouvernement compte faire vraiment pour lutter contre la communautarisation de notre société et faire respecter les principes de notre République laïque et indivisible? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Monsieur Blanquer. S'il vous plaît, la parole est au ministre et à lui seul. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, merci pour votre question qui porte sur un sujet important. Ça porte déjà sur la République. Je pense que nous sommes très heureux d'avoir tous en commun l'héritage républicain et c'est ce qui, sur l'ensemble des bancs, nous unit et constitue notre contrat social. Nous sommes aussi tous très heureux du principe de laïcité. C'est un trésor qui nous vient de la République, et notamment de la Troisième République. Et cet héritage est un héritage extrêmement précieux, d'autant plus qu'il est en effet un outil pour le XXIe siècle.
La laïcité est extrêmement moderne. Elle nous est très utile dans la société d'aujourd'hui parce que nous avons besoin d'avoir une République une, de citoyens égaux. C'est un point extrêmement important et c'est ce qui nous différencie d'autres pays, y compris de pays voisins. L'Angleterre, par exemple, est une société aujourd'hui communautariste avec les dangers que cela représente. Donc oui, vous avez raison, la République et la laïcité sont nos outils d'organisation. Sur le sujet particulier que vous évoquez, qui n'est pas le seul sujet, loin s'en faut, en matière de laïcité, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un petit peu à insister beaucoup sur celui-là, alors que d'autres sujets sont plus importants. On doit d'abord éviter la confusion. J'entends dans le débat public des choses très différentes, mélangées. Il y a d'abord l'action du gouvernement dans la lutte contre la radicalisation. C'est un sujet très important sur lequel le président de la République s'est exprimé en des termes fermes, vous le savez. Il y a la lutte contre le communautarisme. Et c'est ce dont je viens de parler, c'est-à-dire l'enjeu républicain d'une société de citoyens égaux et qui veille en particulier à l'égalité homme-femme. Et puis, il y a en troisième lieu, évidemment, la laïcité qui s'applique évidemment à toutes les religions et qui est notre bien précieux parce qu'elle nous permet à tous de vivre ensemble. Et l'école est la matrice de cette laïcité. Et nous devons à chaque enfant la neutralité politique et religieuse dans sa vie quotidienne. La question des sorties scolaires est un enjeu hybride parce qu'il s'agit de l'enfant en dehors de l'école, mais dans un cadre qui en effet est scolaire. Et donc, je l'ai dit, nous ne souhaitons pas une loi parce qu'une loi créerait plus de problèmes que de solutions. Autrement dit, elle serait contre-productive, y compris vis-à-vis de notre enjeu républicain de scolariser tous les enfants et de faire en sorte que tous les parents se sentent bienvenus à l'école de la République. En revanche, et je l'ai dit, et c'est l'expression, le sens de l'expression que j'ai utilisée, le voile n'est pas souhaitable parce qu'en effet, nous ne souhaitons pas que ce soit un élément qui puisse être interprété comme du prosélytisme dans ces sorties scolaires. Et c'est ce que nous sommes capables de mettre en œuvre concrètement. Tout ceci me rappelle un adage latin qui nous vient aussi de la République romaine. In medio stat virtu. Vertu, vous pouvez le décrire de deux façons, c'est la vertu, mais c'est aussi le courage. Merci. Madame, quelques secondes. Pardon. J'ai rien entendu de très concret, mais je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, vous puissiez rater une occasion de marquer une réelle volonté de lutter contre les velléités de l'islamisme en France, alors que 2 Français sur 3 sont prêts à soutenir cette loi qui interdit le voile pendant les sorties scolaires. Franchement, merci. Je trouve que c'est un manque de courage. Dernière question pour Jean-Louis Masson, pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Il a 2 minutes. S'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, par le passé, les immigrés qui venaient en France voulaient s'intégrer dans notre société. Aujourd'hui, les flux migratoires sont différents. Ils conduisent à des noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de vivre. Or, les terroristes musulmans trouvent leur vivier de recrutement dans le communautarisme radicalisé. Cette radicalisation recrute elle-même dans le communautarisme ordinaire et il est urgent de réagir. J'approuve la ministre des collectivités territoriales qui suggère d'interdire le port du voile islamique dans les assemblées des collectivités territoriales. J'approuve aussi la position du ministre de l'Éducation nationale qui ne souhaite pas que les parents qui accompagnent les sorties scolaires portent le voile islamique. Cependant, au gouvernement, d'autres ministres disent le contraire et soutiennent le communautarisme islamique au risque de favoriser le terrorisme. De son côté, le président de la République se complaît dans l'ambiguïté. Monsieur le Premier ministre, oui ou non, êtes-vous favorable au port du voile islamique dans les assemblées des collectivités territoriales? Oui ou non, êtes-vous favorable au port du voile islamique par les parents qui accompagnent des enfants dans les écoles? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Je vois que vous êtes manifestement, eu égard aux murmures sur les bancs de cette Assemblée, largement habitué à toutes les formes d'outrance. Je crois qu'il est important, et le Premier ministre a eu l'occasion de le faire, de rappeler au fond quels sont les fondements de notre République et la manière dont le fait religieux est encadré dans l'espace de la République française. La loi de 1905, le Premier ministre a eu l'occasion
l'occasion de le rappeler, fixe ce cadre et détermine le fait que c'est en France l'État qui est laïque et non pas la société. Cela signifie d'une part que l'État laïque a un devoir de neutralité qui s'incarne dans les agents de la fonction publique. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir un professeur à l'école qui porte la kippa ou qui porte le voile. Ce cadre juridique a été complété il y a quelques années, c'était en 2004, pour faire en sorte que l'école en particulier soit un espace, si j'ose dire, sacré, un espace de protection qui permette aux enfants d'être éduqués dans les valeurs de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle les signes religieux ostentatoires sont interdits pour les élèves mineurs à l'école. Nous avons également fait le choix collectif, c'était celui du législateur en 2004, de laisser le voile autorisé pour les parents accompagnateurs de sorties scolaires qui sont des adultes, dans la mesure où ils ne pratiquent pas de prosélytisme à l'attention des élèves. Nous avons, je crois, et le Premier ministre a eu l'occasion de le rappeler, une attitude extrêmement résolue de lutte contre toutes les formes de communautarisme religieux et une attitude extrêmement ferme de lutte contre toutes les formes de radicalisation religieuse. Nous sommes, monsieur le sénateur, tout aussi fermes pour dénoncer toutes les stigmatisations à l'attention de nos compatriotes en raison de leur appartenance à une religion et en particulier à la religion musulmane. Je crois que nous sommes une nation ouverte, mais une nation ferme dans ses principes, qui lutte contre la radicalité, qui lutte contre le communautarisme et le fait toujours sans relâche. Je vous remercie. Monsieur Masson. Je voudrais tout d'abord dire que les gens qui viennent dans notre pays, c'est à eux de s'adapter à nos règles de vie et c'est pas à nous de subir les règles de vie de ceux qui viennent chez nous alors qu'on ne leur a rien demandé. Par ailleurs, je voudrais dire que sur cette affaire, c'est scandaleux que, par exemple, mes petits-enfants, vos petits-enfants, puissent être amenés à aller faire des visites scolaires en étant entourés par des femmes complètement voilées. Mais où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? C'est scandaleux, c'est la négation à ce niveau-là de la laïcité. Et moi, ce que je dirais, Madame la Ministre, oui, ce que je voudrais dire, juste pour conclure, c'est qu'à mon avis, le conseiller régional du Rassemblement national qui a posé le problème mériterait une décoration. Il a raison. La parole est maintenant au président Christian Cambon pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, comme mes collègues précédents l'ont souligné, le Levant est à nouveau en feu. L'offensive massive que la Turquie vient de conduire dans le nord-est de la Syrie anéantit d'un seul coup tous les efforts que la coalition avait menés, coalition dont la France est le deuxième contributeur. Et tout cela risque bien évidemment d'être un signe très positif pour Daesh, qui n'en attendait pas tant. Le bilan est accablant. Déjà près de 1000 morts à l'heure où nous parlons, 160 000 civils réfugiés lancés sur les routes, le retour de Daesh et le risque, peut-être pire encore, d'évasion de djihadistes qui vont venir faire payer très cher l'Europe pour son engagement. Enfin, les Kurdes, nos alliés, les Kurdes, nos amis, qui se sont battus avec tant d'héroïsme pour notre propre sécurité, ce peuple sans patrie, ce peuple trahi une fois de plus, qui est contraint d'appeler au secours ses ennemis d'hier. Les Américains ont cru défendre leurs intérêts, mais quelle confiance accordera-t-on demain à leurs paroles? Alors, Monsieur le Ministre, mes questions sont simples. Tout d'abord, comment l'OTAN peut-elle rester sans réagir? Nous étions un certain nombre dimanche à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et à nos questions fortes, où nous avons fait entendre la voix de la France, le secrétaire général Stoltenberg n'a jamais daigné répondre. Et par ailleurs, que comptez-vous faire face aux milliers de djihadistes qui menacent notre sécurité? Le ministre annonce son départ pour l'Irak. Qu'espère-t-il obtenir là-bas? Et surtout, pour les Français, pour notre nation, que comptez-vous faire ici, en France, pour assurer la sécurité des Français? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Cambon, rien à redire, à retrancher ou à ajouter au constat que vous dressez, Monsieur le Président, ni sur le caractère unilatéral des décisions qui ont été prises par la Turquie et les États-Unis, ni sur les conséquences très lourdes. Je les ai évoquées, mais je me retrouve entièrement dans ce que vous avez vous-même formulé, s'agissant du risque sécuritaire, du risque de la résurgence probable de Daesh liée à la déstabilisation, de l'impossibilité de trouver, en tout cas de la très grande difficulté de trouver une solution politique dès lors que cette intervention se déroule. Rien à ajouter. Vous évoquez au fond deux questions distinctes, même si elles sont un peu liées. La première, c'est l'OTAN. La Turquie est membre de l'OTAN, nous sommes membres de l'OTAN, les États-Unis sont membres de l'OTAN. Un grand nombre, pas tous, mais un grand nombre de partenaires présents dans la coalition internationale étaient membres de l'OTAN. Vous avez évoqué les questions posées par un certain nombre de parlementaires français à l'Assemblée, de représentants français à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, et l'absence de réponse qui leur a été formulée. Cette absence de réponse me semble traduire un très grand trouble, pour dire les choses de façon posée. Et ce trouble, regardons-le en face. Si le principe d'une alliance est de permettre à des partenaires de travailler ensemble, les décisions unilatérales et les décisions qui viennent s'entrechoquer les unes avec les autres ne me paraissent pas relever d'un bon fonctionnement. Et nous avons donc là quelque chose à regarder en face, à travailler sérieusement, c'est vrai, avec nos partenaires. Mais quiconque aurait pour discours de dire que l'OTAN fonctionne comme elle a toujours fonctionné, circuler, il n'y a rien à voir, pardon de le dire trivialement, à mon avis, se tromperait. Deuxième question, la sécurité en France, qui se traduit de deux façons. La première, c'est la possibilité de reconstitution d'un espace géographique maîtrisé par Daesh, lequel serait propice à l'organisation d'actions à l'extérieur de ce territoire. Nous n'en sommes pas là, non pas du tout que le risque serait nul, mais nous n'en sommes pas là. Un certain nombre de détenus sont toujours détenus. Ceux qui sont en prison, les prisons sont assez loin de la zone où ont lieu les combats. En tout cas, un certain nombre de prisons sont très loin de la zone où ont lieu les combats. D'autres camps qui détiennent ou sont parqués, si j'ose dire, non pas les combattants, mais un certain nombre de gens qui se sont échappés après les derniers combats, notamment à Baghouz, dans le sud de la région. Ces camps sont encore constitués. Mais nous devons évidemment avoir en tête que la résurgence de Daesh est quelque chose qui est possible. Et nous devons discuter avec nos partenaires de la région, qui ont les mêmes intérêts que nous, pour savoir comment est-ce que nous allons éviter la reconstitution de Daesh. Cette discussion va être compliquée, car la situation est profondément déstabilisée. Et qui peut dire que nous pourrions compter demain sur nos alliés kurdes dans ces conditions, compte tenu de la décision américaine? Et puis il y a évidemment la question des retours vers le territoire national. Je veux dire, Monsieur le Président Cambon, que de ce point de vue-là, l'ensemble du dispositif est prêt, au sens où nous sommes prêts à judiciariser, évidemment, tous ceux qui, s'étant rendus sur zone, se sont rendus complices des actions criminelles qui ont été conduites sur place. Autrement dit, grande vigilance sur le territoire métropolitain, dans l'hypothèse où certains voudraient revenir. Nous savons qu'un certain nombre de gens, s'ils devaient échapper au contrôle de nos alliés kurdes, iraient se battre. Je ne chercherai pas forcément à revenir, iraient se battre. Et travaillent avec les pays voisins, notamment avec l'Irak. Vous avez dit, Monsieur le Président, que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères allait se rendre de façon imminente, incessante, et même, je crois, dès ce soir, en Irak, pour discuter avec ses homologues et avec le gouvernement irakien des mesures à mettre en place et éventuellement de l'accompagnement qui est susceptible d'être mis en place, notamment en matière de coopération judiciaire, puisqu'un certain nombre de ceux qui sont détenus en Syrie par les Kurdes ont commis des crimes en Irak et peuvent donc, de ce fait, le cas échéant, être judiciarisés sur place. C'est un des éléments qui sera évoqué par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères avec son homologue irakien. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à notre collègue Rémi Féraud pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, ma question porte à nouveau sur l'agression militaire de la Turquie dans le nord-est syrien. Ce que nous demandons, et je crois dans l'ensemble
des groupes de cette Assemblée à votre gouvernement, c'est de réagir plus fortement, plus fermement, plus rapidement. Il en va de la fidélité à nos alliés kurdes, bien sûr, de la fidélité à nos valeurs, mais aussi de notre propre sécurité, comme le Premier ministre vient de le dire lui-même. Chacun sait le rôle exceptionnel des combattants kurdes aux côtés de la coalition internationale dans l'éradication du califat de Daesh. Chacun sait que les attaquer aujourd'hui, c'est permettre la résurgence du terrorisme islamiste jusque sur notre sol. Le président de la République a appelé la société française à faire bloc contre le terrorisme. Or, cette lutte, elle est globale. Et faire bloc en France sera illusoire si nous laissons les djihadistes reprendre pied dans le nord-est syrien. Alors vous nous dites que la France agit, et c'est vrai, mais nous vous disons qu'elle agit trop tard et insuffisamment pour être efficace. Cessons d'intérioriser un sentiment d'impuissance et d'isolement largement exagéré. L'invasion par la Turquie du canton d'Afrine, livrée ensuite aux milices djihadistes et où les Kurdes ont été victimes d'un véritable nettoyage ethnique, était un avertissement auquel nous n'avons pas su réagir. Alors, Monsieur le ministre, la France va-t-elle enfin se mobiliser à la hauteur des sacrifices réalisés pour nous par les combattants kurdes? Merci. Monsieur Lemoine, Monsieur le ministre, pour répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Rémi Féraud. Oui, vous avez raison, le rôle joué par les combattants des forces démocratiques syriennes, les FDS, dont les Kurdes, a été déterminant. Et ils ont parvenu à une défaite territoriale de Daesh avec l'appui de la coalition internationale, de la France. Et le courage de ces femmes et de ces hommes appelle notre reconnaissance. Une reconnaissance qui doit continuer à s'exprimer naturellement dans les faits. Et ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a pas de dosage dans la façon dont nous, justement, cherchons à mobiliser tout le monde. Notre engagement, il est total pour mobiliser la communauté internationale, encore une fois, dans toutes les enceintes. Nous avons immédiatement appelé à la réunion du Conseil de sécurité dès lors que l'armée turque avait franchi cette frontière. Nous n'avons pas ménagé notre peine parce que, très clairement, les décisions unilatérales qu'évoquait le Premier ministre qui ont été prises sont graves, très graves. Et leurs auteurs portent une responsabilité devant l'histoire, naturellement. Alors, Monsieur le sénateur, je vous sais très impliqué sur la question kurde, à l'image de la Haute Assemblée, de la Commission des Affaires étrangères, qui ce matin a auditionné l'ambassadeur de Turquie. Je veux saluer d'ailleurs la proposition de résolution qui appelle à un engagement résolu de la France en faveur de toute initiative. Sachez que nous rejoignons complètement cet appel, que c'est en ce moment même discuté lors du Conseil des ministres franco-allemand qui se réunit à Toulouse, que les prochaines heures, les prochains jours seront également très importants au Conseil européen et que la situation humanitaire étant ce qu'elle est, eh bien, nous nous préparons d'ores et déjà à une réponse avec notre centre de crise et de soutien parce que l'afflux de réfugiés risque de se faire au Kurdistan irakien. Il y a d'ailleurs une demande d'aide internationale pour pouvoir gérer cette situation et nous devrons être également présents au rendez-vous pour ces frères d'armes de lutte contre le terrorisme que sont les Kurdes. Monsieur Féraud. Merci, Monsieur le ministre, de votre réponse. Nous appelons les autorités françaises à s'engager davantage et à sortir de la posture défensive dans laquelle nous nous sommes nous-mêmes placés. Rappelons la phrase de Charb: contre le cynisme et la mort, aujourd'hui, il y a le peuple kurde. Il est de notre devoir et de notre intérêt d'être à ses côtés. Nous serons à vos côtés pour prendre des initiatives beaucoup plus fortes dans les jours qui viennent. Merci.